c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. On parle souvent d'extrapolation un peu de ce duel. Est-ce que c'est un duel de pays? Est-ce que c'est un duel de milliardaires? Est-ce que c'est juste deux clubs européens qui s'affrontent? On va répondre à la question, quel est le club le plus riche? Et est-ce qu'il y a vraiment un conflit entre ces deux clubs-là? Alors tout d'abord, Flo, si tu peux me mettre le premier visuel. Alors déjà en termes de revenus. En termes de revenus, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a des revenus qui en quantité sont assez similaires. Vous pouvez les voir là dans le graphique. Avant Covid, 636 millions d'euros du côté du PSG qui avait dépassé City, mais le City un petit peu devant après Covid. Ouais, mais à 5 millions. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est rien. À 8 millions près, voilà, exactement. C'est pas. 8, pardon. 8, j'ai mal compté. 8 millions. Voilà, mais on est à peu près sur les mêmes masses, mais par contre, c'est pas exactement la même chose. Le poids des sponsors est à peu près le même, 55% du côté du PSG, 52% du côté de City. Par contre, regardez la grosse différence, ce sont les recettes de billetterie, 92 millions d'euros pour le PSG, donc bon, il y a le Covid qui a faussé un peu, et quasiment le double de City, parce que City a encore des progrès à faire dans ce domaine-là, notamment dans ce qu'on a... Parce que City est le deuxième club de Manchester, faut pas l'oublier. Bien sûr, dans ce qu'on appelle l'hospitality. Et par contre, là où est très fort City, mais c'est peut-être pas grâce à City, mais ils ont beaucoup de droits télé, 217 millions d'euros. Là où le PSG, la première ligue. Mais mon ami, il n'y a pas photo. Je suis allé en Thaïlande, là-bas ils consomment le foot, mais ici on est gentil. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Donc là, on a parlé en termes de revenus. S'il te plaît, Flo, juste après. Maintenant, la partie sponsoring, parce que vous avez vu la partie sponsoring, je vous ai dit, c'est à peu près pareil, mais là aussi, il y a quelques petites différences. Là où on connaît les fameux contrats du PSG, avec Nike, avec Hall, avec le Qatar. Jordan. Ah oui, bien sûr, Nike. Avec Jordan. Jojo, ouais. On va y revenir après. Là, il y a une petite différence avec City. City a signé un très gros contrat avec Puma. C'est devenu le club numéro 1 de Puma, un contrat à 80 millions d'euros par an. Mais d'où ils sortent l'oseille Puma? Parce que moi, excuse-moi de te couper, mais justement, toi qui connais bien ces sujets économiques, entre Neymar et City, enfin, ils balancent de l'oseille en ce moment. Puma, c'est leur stratégie, ils investissent en masse. C'est incroyable. Non, mais je pense que pour Puma, se refaire une identité. Voilà, Non, mais il y a ils une identité qu'ils veulent redorer le blason, c'est pour ça qu'ils ont pris Neymar. C'est ouf. Là, j'ai vu avec DJ Snake. Là, en fait, ils changent carrément Booba. de cap avec Booba. Booba. Ouais. Là, en fait, je pense qu'il y a un nouveau directeur artistique ouais. ou même quelqu'un qui est arrivé pour redorer l'image de Puma, parce que Puma... Non mais c'était Usain Bolt, Puma. Ouais, c'est ça. Ouais, non mais ils sont sortis un peu de cette image. Là, ils vont dans le bling bling. Exactement. Ouais. Entre guillemets. Et ils envoient, hein. dans l'urbain. Et dans l'urbain. Dans aussi. l'urbain. Ouais, Non, c'est une bonne stratégie. Or, ce contrat Puma, on va dire assez similaire avec le contrat Nike, on va dire c'est des sommes plutôt équivalentes. Un petit avantage pour Puma quand même. Il y a ces fameux partenariats, plus que partenariats, contrats avec Etihad Airways. On va un petit peu en parler après, mais il y a quand même, on parle un peu des relations entre la maison mère, j'ai envie de dire le Qatar pour le PSG, et la comparaison avec les Émirats, Abu Dhabi. Mais là, on a de très gros contrats avec Etihad Airways, qui est sponsor maillot et qui est aussi naming pour le stade. Oui, c'est ça. Donc voilà. Là, Etihad Stadium. Exactement. Donc à la différence du PSG qui a un petit peu su diversifier ses sources de sponsoring, là City reste encore très dépendant des sponsors comme Etihad, et d'ailleurs ça aboutit à cette exclusion qui n'était que temporaire avec le fair play financier, avec les Football Leagues qui avaient révélé que finalement c'était derrière des décisions politiques qui demandait à injecter de l'argent à travers. Donc en fait, c'était l'injection d'argent déguisée à travers des contrats de sponsoring. Donc là-dessus, c'est aussi la marche à suivre pour Manchester City. S'ils veulent imiter le bon côté du Paris Saint-Germain, ça va être de diversifier les contrats. Le visuel suivant, s'il te plaît, Flo. Alors, maintenant, en termes d'effectifs, on a deux stratégies différentes. On a d'un côté une stratégie de valeur. Quelle est la stratégie de valeur? C'est le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, on va mettre beaucoup d'argent sur deux joueurs, par exemple. Ouais. Donc là, il y a 2 joueurs, mais on va en faire sur 2 stars internationales et mondiales. Qui incarnent le projet. Exactement. Des têtes d'affiche. En termes de bling-bling, etc. C'est super intéressant ce que tu dis. Et à côté de ça, on a une stratégie, merci Wesley, on a une stratégie de volume. C'est-à-dire qu'à City, on a énormément de transferts qui vont être aux alentours des entre 40 et 60 millions d'euros. Ils surpayent les joueurs, j'ai envie de te dire, même City. Mais c'est possible. C'est une stratégie. Mais en tout cas, ils vont avoir beaucoup de joueurs à 40, 50, 60 millions d'euros qui vont accumuler, et on a parlé tout à l'heure, plutôt que d'avoir un Mbappé avec 180 millions, eux, ils vont avoir 3
joueurs, admettons, à 60 millions d'euros. Donc ça, c'est un peu la stratégie de Manchester City. Je vous ai mis des chiffres. En bas, c'est les montants dépensés. Donc City est le club qui a le plus dépensé sur les 10 dernières années avec 1,6 milliard. Le PSG est 4e, derrière le Barça et Chelsea, avec 1,4 milliard dépensés. 2 secondes, si je peux te couper. Bien sûr. Si on parle des demi-finales, on a 3 nouveaux riches. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut... Non, mais fallait venir dans la Family Football Club. Le jour où on a parlé il y a un mois et demi, justement, les nouveaux riches ont-ils pris le pouvoir et on a fait un débat, de foot. Mais là, c'est un symbole. Ils ont pris le pouvoir. Donc c'est pour ça, je vous rappelle, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat. J'en profite parce que le Cash ou Clash est très suivi. Donc abonnez-vous, Moes King. Désolé de t'avoir... Non, aucun problème. C'est même sur YouTube. C'est une discussion. Là, au-dessus, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis la valorisation de Transfermarkt des effectifs. Ça change un peu, il y a le CIES et Transfermarkt. Voilà, le Manchester City est l'effectif le mieux valorisé de la planète. Donc, en tout cas, d'après les bases de données. Ouais. Toujours sur l'effectif, Flo, la suivante, s'il te plaît, la masse salariale. Parce qu'on a parlé de revenus maintenant en termes de masse salariale. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que City a quand même une masse salariale plus faible. City sont pauvres. Hein. Alors, 314 euros. Alors là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Axel tout à l'heure. Parce qu'Axel tout à l'heure a dit Guardiola va être la star et c'est très important pour lui. Et bah oui, c'est tellement important, Axel. Je voulais pas te couper tout à l'heure. Mais Guardiola est la personne la mieux payée à Manchester City. C'est Guardiola avec 20 millions d'euros annuels bruts qui est la personnalité la mieux payée. En gros, la stratégie de Mourinho, quoi. Devant Kevin De Bruyne. En fait, il fait une Giroud. Il fait une Mourinho surtout. Non mais Giroud, il a toujours dit Djibril Cissé il prend 100 000, moi je prends 100 000 et 1 centime. Et bah voilà, là c'est une Giroud mais on va dire un peu plus bling bling quand même. Donc voilà, là-dessus... la masse salariale. Alors oui, la masse salariale du PSG est extrêmement élevée, donc là-dessus, voilà, est-ce que c'est de la bonne gestion ? J'en sais rien. Est-ce que c'est un effet Première Ligue? On va convaincre plus facilement des joueurs de signer à City avec des salaires moindres. Je vous invite à regarder le salaire de Foden qui doit prolonger. Foden gagne des cacahuètes. Au PSG, ça serait peut-être le 20e salaire de l'effectif. C'est carrément. Ah ouais, non, c'est... Après, la masse salariale, elle se base beaucoup aussi sur les droits télé. Hein. Non mais il y a de ça aussi, mais est-ce que les joueurs acceptent pas plus facilement de mais les droits télé sont justement supérieurs à City qu'au PSG et tu retrouves une masse salariale qui est supérieure au PSG qu'à City. Ce qu'il a dit c'est intéressant et j'essaie vraiment d'amener la partie joueur. C'est important. Les mecs quand ils viennent en première ligue ils sont prêts à venir pour des chips. Faut se dire, quand tu viens moi vraiment je vous donne une anecdote. Un jour je suis en voiture avec Fabrice Pancrate parce qu'il était venu à Newcastle à un moment et il m'a dit mais si je savais je serais venu depuis. Et puis lui il courait vite. Sportivement, tu parles. Sportivement parlant. Il était fait pour la première ligue. Donc forcément, les gars, ils sont prêts à gagner un peu moins. Mais c'est éclaté. Et forcément, quand t'es le PSG, tu dois mettre la main à la poche pour attirer des grands joueurs. Exactement, il y a l'effet Ligue 1 où tu dois un petit peu surpayer. Au PSG, il y a des stars aussi, donc voilà, il faut mettre un petit peu plus en billet. Il n'y a pas de l'équivalent de Neymar ou Mbappé en termes de stars à City. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est De Bruyne qui est payé assez bien au PSG. S'il n'avait pas fait ça, peut-être que Zlatan ne serait jamais venu au PSG. Oui, peut-être aussi. Donc voilà, comme tu l'as dit, Wesley, il y a cet effet Première Ligue où c'est un peu plus facile. En plus de l'effet fiscal, où en général la fiscalité est aussi un peu plus avantageuse. Donc voilà, faut allonger un petit peu plus. Exactement. La suivante, s'il te plaît, Flo. Maintenant, en termes de stratégie, quelles sont les stratégies de ces deux clubs? Alors là, on a vraiment deux stratégies qui sont différentes. Au PSG, on a plus un développement de marque. On développe la marque Paris Saint-Germain. C'est la Tour Eiffel, c'est l'un des rationnels d'investissement du Qatar. C'est de s'appuyer sur Paris, sur la ville des Lumières, une capitale européenne pour développer. Là où il y a un petit peu moins de sexy à Manchester, ça c'est sûr. Donc il y a une stratégie différente. Après, à savoir quelle est la meilleure, on va le savoir aussi à l'avenir. C'est une stratégie, moi j'ai appelé ça de multinationalisation. Pourquoi? Parce que Manchester City et le City Group est devenu une multinationale. Vous le voyez, regardez, je vous ai mis la liste des clubs qu'a acquis Manchester City, plutôt City Group, la holding de Manchester City, et ils ont acheté quasiment un club par continent, voire plus. On a du Melbourne, du Montevideo, ils ont acheté les stacks. Troy City. Là, l'année prochaine, en plus, ils sont leaders là, de Ligue 2, c'est-à-dire ils vont monter en Ligue 1. Donc ça veut dire que potentiellement, ils ont une mainmise sur du vivier, aussi sur du public, parce que ça permet aussi sur des potentiels joueurs, des dépenses de marketing, etc. Donc c'est vraiment les jeunes bons joueurs de City qui se fassent prêter à 3. Exactement. Par exemple, c'est vraiment deux stratégies totalement différentes. C'est passé avec Vieira qui était entraîneur des jeunes à City et qui est parti au New York. Exactement. Il y a eu des connexions aussi à un moment donné, si je dis pas de bêtises, qui avait été en... Il y a un autre... Tu voulais parler d'autre chose après ou pas? Non mais vas-y, je t'en prie. Non, en fait, justement par rapport aux stratégies, si on va encore un peu plus loin, l'attribution du mondial au Qatar
donc qui a eu lieu en 2010, donc pour 2022. Je crois que Paris a été racheté en 2011 ou 2012. Ça, 2011. Et du coup, le Qatar avait besoin d'une image dans le football, avait besoin d'avoir une certaine légitimité. Donc le rachat du Paris Saint-Germain, déjà, ça faisait partie de la stratégie par rapport au mondial. Et City, on voit que c'est autre chose. Le patron du fonds d'investissement émiratique qui a racheté City, il faisait partie du plan de sauvegarde de la Barclays, etc. Exactement. Donc, on est sur des arrangements. Voilà, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, Wesley, on va y venir très 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 vite. La suivante, s'il te plaît. On y vient même juste maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a une rivalité Qatar versus Émirats sur ce projet-là ? Justement, on va en venir. C'est quoi les différences entre les deux ? Tu as très bien fait le résumé. Au PSG, je vais aller très vite. Vous le savez, il y a, comme tu l'as dit, l'attribution de la Coupe du Monde de Qatar. On a un fonds étatique, donc c'est-à-dire un fonds souverain qui est Qatar Investment Authority, qui a des actifs sous gestion de 300 milliards d'euros et qui, justement, à travers l'une de ses antennes, Qatar Sport Investment, qui a fait un investissement en rachetant la majorité puis la quasi-totalité du capital du Paris Saint-Germain. Donc là-dessus, on est vraiment sur un profil de nation branding, c'est-à-dire mettre en avant la marque pays, Qatar. Si j'ai envie de dire, la marque Qatar, et quoi de mieux que de l'associer à la plus belle ville du monde. Bien sûr. À côté de ça, c'est assez différent, c'est qu'on a certes un membre de la famille royale, mais qui est d'abord un homme d'affaires. On a un homme et moins un pays. C'est pas un cours des géopolitiques, mais les Émirats Arabes Unis, c'est un pays c'est un État fédéral, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Émirats. Exactement. L'émirat le plus riche est celui d'Abu Dhabi. Abu Dhabi qui est très connu pour ses richesses pétrolières. Pétrodollars. Et là-dessus, alors voilà, vous avez justement, donc là ici vous avez le président à gauche et le propriétaire de City qui est le Sheikh Mansour. Le Sheikh Mansour est d'abord un homme d'affaires, comme tu l'as souligné Wesley, qui a sauvé la Barclays, qui est connu dans le monde des affaires et qui a investi dans Manchester City. En tout cas, en façade, c'est un investissement personnel. Alors que de l'autre côté, on a un investissement qui est plutôt étatique. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que City, et c'est un investissement moins politique que celui du Paris Saint-Germain ? Ça se discute. Ça se discute. Hein. Alors là, pas forcément. Là, pas forcément. Regardez, tout d'abord, ici, je vous ai mis l'organigramme juridique, donc l'actionnariat de Manchester City. Vous voyez, actionnaire principal, Abu Dhabi United Group, d'accord ? Mais après, vous voyez, regardez, China Media Capital. Donc, qu'est-ce que c'est que China Media Capital ? En fait, c'est un consortium de sociétés publiques chinoises qui ont investi dans Manchester City. Et on a aussi un fonds, une société d'investissement américaine qui est Silver Lake Partners. Qui est très connu. Exactement, qui est extrêmement connu. Mais en revenant à China Media Capital. China Media Capital, quelques semaines après la prise de participation dans le capital de Manchester City, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une rencontre entre Xi Jinping et l'émir d'Abu Dhabi. Donc en fait, on voit bien que les enjeux politiques ne sont jamais très très loin là-dessus. Et quand on voit, je rebondis sur la polémique du fair play financier, on voit bien qu'il y a eu, entre guillemets, injection indirecte, donc ça veut dire qu'il y a bien des enjeux. Mais là, je veux en venir, c'est que les enjeux, ils sont pas que mondiaux, ils sont pas que régionaux avec le Qatar, ils sont également locaux, c'est-à-dire que c'est aussi un enjeu local. Il y a par exemple l'émirat de Dubaï, qui est aussi un émirat un petit peu concurrent de celui d'Abu Dhabi, qui n'a pas les mêmes richesses pétrolières, mais là aussi, on a aussi des conflits locaux qu'il ne faut pas oublier. Le Qatar est un pays bien plus petit que les Émirats. C'est plus petit, par contre c'est un PIB par habitant plus élevé, c'est une population moindre, et ce sont des pays rivaux. De là à parler de guerre ou de dire non, ce match-là, limite, j'ai entendu dire des choses comme quoi ça allait faire quasiment un crime de lèse-majesté que l'une ou les deux équipes perdent, l'une ou l'autre équipe perd. Non, on va pas aller aussi loin, ce sont des pays rivaux. Évidemment, cette rivalité se transmet à travers ces clubs-là, mais à un moment donné, il faut pas non plus trop en faire, trop gonfler. Ça reste que du foot et on espère voir un super match de football mercredi. Moes King, le cash ou clash, encore une merveille.